Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot, la première émission LGBT francophone. Avec moi, autour de cette table, plusieurs invités, mais aussi des chroniqueurs. D'abord, côté invité, Éric Garnier, tu nous fais venir quelqu'un oui. Alors, extraordinaire. un grand monsieur, oui. Un grand monsieur. L'arrière-petit-fils de Karl Marx. Ah Donc, non. N'exagérons pas, non. William Marx, en tout cas. Moi, je préfère celui-là à l'autre. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Donc cet universitaire a écrit un livre, Un savoir gay, et même si c'est minuit, n'ayez pas peur, oui. Parce qu'en général, minuit, ça fait peur. Enfin, ça Moi, dépend ça... à qui, mais disons que les productions des éditions de minuit sont pas très très commodes, il faut le reconnaître. Et là, par contre, c'est un bonheur absolu. Alors, je voudrais vous le faire partager. Pour moi, après minuit, rien ne me fait peur, au contraire. Beaucoup de choses se passent à minuit. Oui. Bonsoir William, et merci d'avoir répondu Bonsoir, à l'invitation. Brahim. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, le retour ce soir aussi de Thomas, qui est en cuir ce soir avec une cravate un peu grise. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, tout à fait en cuir, mais encore une fois que la partie visible de l'iceberg. Oui, alors dis-moi, tu vas nous parler d'un sujet ce soir que connaît très très bien Éric Garnier, parce qu'il consomme énormément dans ce domaine-là. Si. Tout à fait, j'ai d'ailleurs pensé à lui en préparant ma chronique. Nous allons parler du chemsex, comment maîtriser cette consommation pour ne pas se laisser emporter par les événements. Tous les produits que tu peux consommer. C'est des nouveaux brocolis, c'est des choses comme ça, non bon. Notre ami sportif pour la chronique les Gay Games Paris 2018, Jérôme revient parmi nous. Eh ben bonjour à toutes et tous, bonsoir Brahim. Ouais non c'est ça, c'est des nouvelles. Je vais vous amener des nouvelles de Paris 2018 et puis parler d'un sport qui est à la fois connu et en fait qui est très peu médiatisé. Il est hétéro, il faut quand même le dire parce que c'est quand même bien de souligner on se mêle à tout ici, c'est ça qui est important. Il aurait aimé être hétéro, mais il est homo. Nicolas Rividi, bonsoir. C'est de pire en pire, c'est vraiment... Alors ce soir, tu as abandonné ta chronique. Oui, enfin non, j'ai pas abandonné la chronique. Dans le plus de l'actu, on a une interview ce soir, et donc je reçois Calypso Overkill. Avec elle, on va parler des drag queens. Calypso, bonsoir. Alors, vous avez le micro orange ou jaune. Quel joli nom. Bonsoir. C'est joli, Calypso. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci aussi de répondre à l'invitation. Alors, le micro est là, autrement, on va se faire engueuler par Isabelle qui est juste en face de nous. Ouais. Et vous allez donc répondre aux questions tout à l'heure de Nicolas. Ouais, j'espère ne pas dire trop de bêtises quand même. Non, vous n'en direz pas. N'ayez crainte. Alors, Gwenaël, il est derrière moi. L'Empire du Mal, c'est avec toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, tu vas nous donner plein de conseils parce que tu sais que Éric Garnier, quand il a des relations avec un certain nombre de personnes, il ne sait plus quoi, il est un peu perdu, il aimerait bien un peu se renouveler. Et tu as des idées. Bah voilà, ce soir, effectivement, on va donner 13 idées, parce qu'il y en a 26 en tout. Donc 13 effectivement, 13 idées pour se renouveler. J'ai déjà pas intégré les 15 façons d'embrasser de l'autre fois. Je t'enverrai la chronique si tu veux, Eric, il n'y a pas de problème. J'arrive pas à suivre. C'est pas grave. Merci Gwenaël. Alors, l'émission est filmée par notre ami Daniel pour notre chaîne YouTube, qui est donc avec nous, et aussi Isabelle qui réalise la partie radio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brahim. Bonsoir 300 sinon rien ce soir. Ouais, c'est la fête. Ouais. Tu peux nous dire les morceaux ou ce sera la surprise? Je ne vais pas vous dire les morceaux, mais il n'y aura que des femmes, et ce sera le cas pendant tout le mois de mars, et pour cause, et vous saurez pourquoi en écoutant la suite. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas, et je suis sûr que ça ne dérange personne autour de cette table. Si ça dérange quelqu'un qui vient de me voir. Hein. Ah, très bien. Pendant les pauses musicales, merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Alors, William Marx, ravi de te recevoir ici donc à Homo Micro pour ton nouvel essai Un savoir gay aux éditions de Minuit. Alors, ton activité première, c'est d'enseigner la littérature à Nanterre, que je connais, Nanterre dans le département du 92. Tu es prof avant tout.
Oui, enfin, avant tout, non. Le livre essaie de dire qu'il y a peut-être quelque chose avant même le fait d'être professeur qui a déterminé peut-être mon propre rapport à ma discipline, à mon métier. Mais je suis assez content d'écrire ce livre en étant un Nanterre, puisque on fête cette année le 50e anniversaire de 68, qui a commencé à Nanterre même. Et donc voilà, on peut faire la révolution aussi dans la discipline de la littérature que j'enseigne. Et ce livre est une manière de la faire. Alors c'est la première fois que tu abordes l'homosexualité dans un de tes ouvrages. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Il n'a échappé à personne qu'il y a quelques années, en 2012-2013, il y a eu un énorme débat autour du mariage pour tous, qui a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Alors, ils n'étaient peut-être pas aussi nombreux qu'ils le disaient, mais ils étaient quand même extrêmement nombreux. Et pour beaucoup de gens qui vivaient à Paris, comme moi, dans un milieu où tout se passe bien, on a vu tout d'un coup une homophobie, en fait, se déclarer à visage ouvert. On a vu le voisin BCBG qui se déclare homophobe, ou qui arborait des pancartes qui étaient assez effrayantes. Tout ça fait penser. Ça stresse, ça fait réfléchir, on en discute avec des amis. Et c'est en discutant, au bout du compte, que je me suis dit un jour qu'au bout du compte, il y avait là un malentendu important entre moi et puis les autres gays autour de moi, je pense, et puis ces gens-là qui ne refusaient de comprendre ce qui était en train de ce qui est en train de se passer. Et le livre est là pour mettre à jour ce malentendu. Alors, ce livre a été dévoré par notre ami Éric Garnier, n'est-ce pas ? Alors là, je me trouve dans une position amusante parce que si j'avais 25 ans de moins, je pense que j'aurais William en licence de lettres, mais j'ai 25 ans de plus et ce ne sera pas mon professeur. Et c'est assez jouissif de faire une critique d'un livre de quelqu'un qu'on aurait pu avoir comme professeur, parce que d'habitude, c'est toujours le contraire. Alors, moi, j'ai été transporté par ce livre pour des tas de raisons. Il a fallu que je fasse une liste d'adjectifs parce qu'en fait, il m'en faudrait beaucoup pour dire tout ce que je pense de ce livre. Alors, il est riche, il est fort, et c'est un tour de force, il est toujours abordable. Pas de jargon chichiteux. Je ne sais plus qui disait ce qui se conçoit clairement s'exprime. Je ne sais plus qui disait ça, mais enfin bon. Alors, il y a aussi une jubilation de tous les instants dans cette lecture, peut-être à part tes équations de maths. C'est fait exprès. J'ai toujours été nul en maths et je demanderais à un vrai prof de maths si c'est pas du charlatanisme ce que tu écris. Mais sinon, à part ça, une jubilation de tous les instants devant un essai qui stylistiquement est très élégant, tout en étant très fort, percutant. Foisonnant aussi, donc très riche, et qui fait un bien fou et se termine sur le mot amour. Voilà. Donc, voilà. Alors, d'abord, une question. Tu t'adresses à toi-même dans ce livre. Par exemple, tu commences en disant tu sais, c'est-à-dire c'est à toi que tu parles, donc tu sais que ce livre que tu écris te condamne. C'est très rare ce genre de procédé. C'est-à-dire que je me suis dédoublé à l'intérieur de ce livre. C'est un livre où je veux partir de mon expérience personnelle en tant que gay et essayer de voir comment cette expérience-là a changé ma façon de penser, a changé ma propre vision du monde, a changé aussi mon rapport aux autres. Donc il fallait absolument partir du concret, vraiment de l'anecdotique même. Et pour ça, il a fallu que je entre en dialogue avec moi-même. Et le tu, c'est une manière d'entrer en dialogue avec moi-même. D'autres l'avaient fait avant moi. Marc Aurèle, l'empereur, dans ses pensées pour soi-même. Alors, j'espère que cette référence ne va pas effrayer ici, mais il l'avait fait. Donc, il y a 2000 ans, ça se faisait. Pourquoi ne pas le faire en 2018 ? Alors, à propos du titre, donc un savoir gay, sans Y d'ailleurs, tu te demandes donc si, je te cite, le sexe peut créer son propre savoir. Peux-tu développer un peu ce point passionnant ? C'est-à-dire que nous savons que le corps n'est pas séparable de la fonction intellectuelle de l'esprit. Il y a tout ce qui se passe dans le corps se passe dans l'esprit et vice-versa. Pourquoi le désir lui-même ne jouerait-il pas un rôle dans la manière dont nous concevons notre rapport au monde ? Et
Du reste, les psychanalystes, les psychiatres l'ont dit bien avant moi. Mais sauf que ils le disaient d'un point de vue très extérieur. Or, moi, ce que je veux, c'est voir comment, dans le détail les plus concrets, et donc il y a quantité de petits faits très précis. Au bout du compte, eh bien, le désir sexuel, le fait qu'il y ait une différence aussi entre mon propre désir et le désir majoritaire du reste de la société, eh bien, cette différence-là change totalement mon rapport à la société et ma façon de m'insérer à l'intérieur de la société. Et ça construit en fait un mental ou une psyché, hein, et qui est la psyché gay, enfin en tout cas ma psyché gay, dans laquelle peut-être d'autres se reconnaîtront. Alors, c'est un abécédaire qui a 33 entrées. 33, l'âge du Christ, ou 33 docteurs. On m'en a dit beaucoup de ces 33. On m'a dit que c'était aussi le nombre de rangs initiatiques à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Oui. C'est aussi le nombre de marches qu'il y a pour monter au Concorde, quand il existait encore. Et c'est aussi le nombre de chants qui existent à l'intérieur de chaque grande partie de la Divine Comédie de Dante. Et c'est ton âge aussi. Et c'est évidemment mon âge sur Grindr. Sur Grindr. Alors, une des questions centrales que tu poses et auxquelles tu réponds à travers ces 33 articles, c'est comment être gay dans un monde hétéro. Et il y a un exemple, tu parles d'exemple très concret. Tu parles de ce slow, par exemple, mondialement connu des Platters, Only You, que peut-être Isabelle nous mettra un petit bout tout à l'heure. J'espère que non. Non. Donc, cette histoire de solitude sur Only You, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de cette question, donc, qui est vraiment passionnante? Comment être gay dans un monde hétéro? Nous l'avons tous vécu. On est invité à une boum quand on est adolescent. Moi-même, j'étais pas extrêmement au clair sur ma propre sexualité à cette époque-là. J'étais peut-être un peu retardé, mais enfin bon. Et voilà, il y a ces couples qui se forment hétéros, et on se sent rejeté. On est en dehors sur le côté de la piste. Et puis ce Only You, pour moi, est devenu à illustrer vraiment cette hétérosexualité suintante par tous les pores. Attention, on a un hétérosexuel en face. Il y en a peut-être même qui nous écoutent. Oui, mais très ouvert. Tu as dansé sur Only You? Comme tout le monde, je dirais. Sauf moi. Sauf William. Sauf moi. Non, mais simplement, c'est vrai qu'on commence à investir différemment des objets culturels, et en particulier des objets de la culture populaire, qui, eux, illustrent parfaitement cette hétérosexualité triomphante et dominante. Parce que la culture populaire, c'est-à-dire la chanson, le cinéma, au moins jusque dans les années 80-90, était particulièrement marquée forcément par le désir majoritaire. Et donc, le désir hétérosexuel, il est là partout présent, il vous est imposé tout le temps. Et donc, moi-même, je me suis construit contre cette culture majoritaire, et je ne m'intéressais pas du tout à cette chanson, à la chanson de manière générale, à la variété, parce que je ne m'y retrouvais absolument pas. Alors, tu pars souvent d'une remarque simple, plutôt amusante, qui hameçonne le lecteur, et qui est assez ludique, et puis ça va un peu plus loin, et ça dénonce quelque chose. En tout cas, tu as un chapitre sur espérance de vie qui commence ainsi. Un chien domestique peut vivre 12 années, une mouette 30, la baleine bleue dépasse le siècle. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? La question, c'est une manière d'introduire. Parce que tu dénonces ensuite quelque chose de terrible, c'est-à-dire la mort à laquelle on veut nous vouer. Voilà, la question est celle de l'espérance de vie des gays. Qui a fait le calcul de l'espérance de vie ou de la longévité moyenne des gays? Je n'ai jamais vu d'études là-dessus. Or, moi, mon idée, simplement, elle est toute simple. C'est-à-dire que, étant donné le stress qu'impose aux gays la société, et quand on sait que le stress est quelque chose qui, effectivement, crée à la longue des maladies psychiques, voire physiques, il y a de fortes chances, ou des risques, que l'espérance de vie des gays, à cause précisément du stress posé par la société, que l'espérance des gays soit plus réduite. Sans compter tous ceux qui veulent réduire, alors cette fois-ci drastiquement et physiquement, l'espérance de vie des gays en les massacrant comme à Orlando en Floride. Et Dieu sait que, en particulier aux États-Unis, on voit des pasteurs proférer ce genre de menaces. Alors, c'est un vrai feu d'artifice, ce livre, ça
pétille de remarques, je me permets de dire, toutes plus pertinentes et originales les unes que les autres. Bon, tes chevilles, ça va. Non, tu fais rougir, mais ce n'est que la radio. Alors, ainsi, par exemple, donc, dans les remarques quand même passionnantes, tu dis ceci, le désir est mimétique. C'est ainsi que fonctionne le désir hétérosexuel. Donc le désir hétérosexuel serait de nature mimétique. Est-ce que tu peux développer ce point ? C'est des exemples que j'ai eus autour de moi quand j'étais enfant. J'ai vu ça. Voilà, c'est-à-dire que les parents sont toujours très contents quand leurs enfants jouent à la petite femme et au petit mari. À l'école, tout d'un coup, ils s'en couent et puis ils en parlent entre eux. C'est génial. Puis c'est tout à fait poussé. Le désir hétérosexuel, il est appris par le modèle familial avec un père, une mère, qui apprennent cela par leur existence même à leurs enfants. Et quand, en revanche, on ne peut pas comprendre ce désir-là, quand on ne peut pas le vivre soi-même, effectivement, on doit inventer ce désir. C'est-à-dire que le désir lui-même homosexuel, le désir gay, eh bien, il doit être inventé. Chaque gay, de cette manière, doit se trouver sa propre famille, qui n'est pas sa famille hétérosexuelle, parce qu'en général, les familles sont quand même hétéros, malgré tout. Et donc, chaque gay est le premier gay sur cette terre, en quelque sorte. Et il doit inventer, trouver des amis. Alors maintenant, avec Internet, c'est plus facile. Donc, heureusement. Mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Et donc, si vous voulez trouver des modèles, des gens qui vous apprennent à être gay, c'était compliqué. C'était extrêmement compliqué. Alors, il y a aussi des pépites très provocantes. Par exemple, j'adore ça, le couple est peut-être une institution mieux adaptée aux gays qu'aux hétérosexuels. Et tu ajoutes, l'homosexualité met à nu ce que les hétéros ne veulent pas voir de leur propre vie. Ça va loin, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que l'un des arguments qui était opposé au mariage pour tous, c'était qu'on n'a pas besoin de s'occuper de la sexualité des gens. Qui baisent entre eux, c'est leur problème, ok, mais qui n'aillent pas demander à se marier. Mais le problème, c'est que le mariage lui-même, qu'est-ce que c'est sinon l'officialisation d'une sexualité, de la sexualisation hétéro. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des hétéros ne veulent pas voir parce que précisément, toute la société fait en sorte de cacher la sexualisation du mariage en particulier. L'institutionnalisation sociale donc, du mariage, les jaquettes grises, les fleurs, les grains de riz qu'on jette sur les époux, tout ça, c'est fait pour cacher le sexuel. Et on ne s'en prive pas pourtant de mettre des petits-enfants qui vont tenir la robe de la mariée. Mais ce que les gens refusent de voir, et c'est qu'ils voient à nouveau, mais qui n'est pas visible pour eux, c'est qu'en fait, le mariage, c'est quelque chose d'absolument sexuel. C'est une union sexuelle qui est institutionnalisée. Eh bien, puisqu'on l'institutionnalise, pourquoi ne pas institutionnaliser aussi le mariage entre deux hommes ou entre deux femmes ? Et donc, il y a eu on reproche aux gays d'être plus sexuels que les autres. En fait, ils ne font que faire apparaître le sexuel qui avait disparu dans l'institution. Ouais, très juste. Alors, tu es un homme de culture aussi. Et alors, par exemple, tu parles d'un certain nombre d'œuvres qui t'ont bouleversé. Par exemple, comme ce faune Barberini, qu'on trouve à Munich. C'est ça. Alors pourquoi lui ? Pourquoi lui ? N'importe qui écoute cette émission et qui verra la photo ne se posera plus la question. C'était peut-être pas le but du sculpteur. Simplement, c'est une œuvre antique qui est incroyablement érotique. Elle montre un homme, c'est un faune en fait. C'est un homme qui dort, les jambes écartées. Voilà. Et donc cette vision là et sur ce sexe là mis au grand jour est incroyable. Donc il y a visiblement un homoérotisme incroyable de cette œuvre. Et pour moi cette œuvre est importante parce que elle fait partie. C'est quel siècle, excuse-moi ? Je ne sais. Je pense qu'on ne sait pas exactement. C'est entre le 3e siècle avant notre ère et le. Ah bon, c'est si vieux que ça ? Oui, ça a plus de 2000 ans. Voilà. Tout à fait. Pardon. Oui. Non. D'accord. Non. Mais pour moi, c'est très important parce que. 17e, je pensais, 16e. Ah oui, d'accord. Non, c'est une œuvre de l'Antiquité. Alors, on le remonte, parce de l'Antiquité gréco-romaine. Il faut aller à Munich, ne serait-ce que pour voir ça. Et pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut trouver au cœur même de la culture, et de la culture gréco-latine, de la culture antique, qui est traditionnellement et valorisée dans les études, eh bien, un gay peut trouver
précisément ce rapport à la nudité masculine, ce rapport à l'homo-érotisme qui nous est interdit dans la culture populaire. Et pour moi, ça a été extrêmement important. Alors, justement, la culture, tu en parles à nouveau, mais en tant qu'objet qui peut sauver, enfin, aider des gays, des jeunes gays à s'assumer, à trouver autour d'eux quelque chose qui peut éveiller. Alors, tu parles de l'Antiquité et tu écris « Elle apprend à fuir la domination, parfois insupportable, subie par l'adolescent lorsqu'il découvre son orientation sexuelle différente. Quand Homère, Pindare, Sophocle, Platon, Virgile, Pétrone, Martial, Apulée montent à la barre pour te défendre, tu n'as plus rien à craindre, te voilà paré pour la vie. » Bah oui. C'est évident. Je ne trouve pas de modèle dans mon entourage immédiat, mais en revanche, dans ces grands noms de la littérature antique, et si on cherche bien, on trouve effectivement non seulement des représentations, mais même des apologies du désir entre deux hommes. Mais ça, c'est merveilleux. Une fois qu'on est défendu par ces gens-là, par Virgile, quand on lit les poèmes magnifiques d'amour entre deux hommes chez Virgile, par exemple, il y en a beaucoup, eh bien, je veux dire... Que compte l'homophobie de la Manif pour tous? Je veux dire, ils sont ridicules, ces gens-là. Ils n'ont rien compris à la culture occidentale. Alors, on va faire un petit jeu. Oui, pardon. Vous allez devinette. Voilà, oui, juste par rapport à ce dernier point, il faut voir quand même que dans l'éducation nationale, la façon avec laquelle est présentée l'homosexualité dans l'Antiquité est plutôt renvoyée à quelque chose de folklorique, en tout cas qui appartient à quelque chose du passé. Donc effectivement, ça crée des références, mais en même temps, elles sont tout de suite désamorcé par une volonté de la société de dire oui, mais alors ça se faisait il y a longtemps et puis bon, aujourd'hui c'est plus comme ça. Donc c'est vrai que ça donne un modèle, mais en même temps ça donne un modèle qui est désuet et ça renvoie d'une certaine manière le jeune gay ou la jeune lesbienne ou autre à un modèle qui est désuet selon moi. Donc c'est peut-être à double tranchant le fait de... Est-ce qu'il ne faut pas déjà une certaine culture et être allé déjà assez loin pour prendre ces références-là comme étant une échappatoire et une justification de son propre état, quoi. C'est assez vrai ce que tu dis, mais en fait, je pense que c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, le premier regard qu'on jette, que n'importe quel lecteur jette sur un texte de Platon, un texte de Virgile, où il est question d'amour au cœur même de la philosophie, chez Platon, d'amour entre deux hommes, c'est vraiment un regard d'identification. On s'identifie totalement. Après, les professeurs peuvent dire « Ah oui, mais vous savez, ce qui se passait à l'époque, ce n'était pas exactement ce qu'on appelle nous homosexualité. » Ce qui est en partie vrai. Cela dit, il n'empêche qu'il s'agit quand même du désir, des désirs d'un homme pour un homme. Et ça, ça ne s'institutionnalisait pas de la même manière, mais c'était quand même du désir. Et donc, je crois que certains professeurs, je pense au lycée, peuvent enseigner ces choses-là de manière plus correcte. Mais je pense que quand même, chacun doit construire son propre rapport au texte. Alors, une petite devinette, peut-être pour terminer. Vous me dites à qui vous pensez. Un mari qui ne couche pas avec sa femme. Une femme qui enfante après une insémination assistée. Un enfant qui déserte le foyer dès qu'il le peut pour fréquenter d'autres adultes et qui, adulte, renie explicitement tout lien familial biologique et appelle ses disciples à en faire autant. Est-ce là l'une de ces familles contemporaines dégénérées que les opposants au mariage pour tous aiment tant à dénoncer et à insulter? Là, on voit le style aussi de William Marx. Alors, vous avez deviné de qui il s'agit? Qui a fait la citation, c'est ça? Non, de qui parle-t-il? Quelle famille décrit-il? C'est Jésus. Jésus. Oui, voilà, bravo. C'est plutôt Isabelle. Oui. Ah, pardon, j'avais Écoutez, pas... mettez vos casques, c'est plutôt Isabelle. Bravo, oui. Isabelle. Moi, j'aurais dit Allah, mais j'ai pas osé. Donc, elle a dit Jésus, c'est plutôt ça. Alors, à propos de l'homophobie de l'Église, tu donnes un chiffre, il y en a très peu. Tu dis que dans les manifestations, il y avait 10 fois contre le mariage pour tous, il y avait 10 fois plus de gens que lorsqu'il y a eu la loi sur l'IVG. Et tu en tires des conclusions glaçantes. C'est-à-dire que il faut être... Moi, je me mets dans la situation de... quelle est l'échelle de valeur des péchés ou des crimes selon l'Église catholique? Selon l'Église catholique, un avortement, c'est-à-dire la mort d'un embryon, est quelque chose d'infiniment plus grave que deux hommes ou deux femmes qui couchent ensemble. Or,
qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu le dixième. On n'a pas vu le dixième des gens descendre dans la rue dans les années 70 contre l'avortement, par rapport à ce qui est descendu contre le mariage pour tous. Ce qui prouve que le véritable moteur de cette manif pour tous, c'était pas du tout la défense de l'enfant, c'était la pulsion homophobe la plus primaire. Ça, c'est extraordinaire. J'avoue, j'avais jamais envisagé ça. Marx, donc ce livre, Un savoir gay. Les étudiants à l'université savent que tu es donc auteur de ce livre. Tu en parles, non? Tu as le... Je ne fais pas cours sur ce livre-là. Je ne le mets pas comme manuel. Mais je pense qu'ils le savent. Oui, je sais qu'ils le savent. J'ai des étudiants qui m'en ont déjà parlé. Ah ouais, les retours. Et comment sont les retours comme ça? Pour l'instant, alors ceux qui ont des retours négatifs ne m'ont rien dit. Les autres, c'était très positif. Ah ouais, très positif. Moi, je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par les jeunes, qui se posent des questions ou pas d'ailleurs sur eux-mêmes, et puis un certain nombre d'hétérosexuels éclairés. Parce que je crois que les gens de la Manif pour tous, ce livre, non, ils vont plutôt le brûler. Mais des hétéros constructifs qui n'ont pas trop d'idées, mais qui s'intéressent à la question, je crois que c'est vraiment extraordinaire, ce livre. À qui s'adresse ce livre? À tous, bien sûr, au plus large public. Non, ça s'adresse évidemment aux gays, parce que je pense que beaucoup pourront y retrouver une partie de leur expérience et pourront aussi compléter le livre par la propre expérience, mais aussi aux hétéros. Et beaucoup d'hétéros m'ont dit, qu'ils l'ont lu, qu'en fait, ils y découvraient en fait l'hétérocentrisme de la société, qui ne leur était pas évident. Et le livre le fait apparaître. Donc c'est aussi un livre, c'est une introduction à l'hétérosexualité. On ne se rend pas compte quand on est majoritaire ce que peuvent vivre les autres qui ne sont pas comme vous. Et bon, là, on peut tous s'en rendre compte, peut-être avec les immigrés, les exilés, les sans-papiers. On devrait pouvoir, mais c'est même avec la meilleure bonne volonté du monde, parfois on ne peut pas savoir, en fait, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour conclure d'un certain nombre de personnes qui dénoncent le mariage pour tous, parlent d'embourgeoisement des gays, de l'uniformisation de l'étiquette LGBT qui serait comme une sorte de tampon un peu honteux, sur cette normalisation des gays, bien sûr avec une connotation négative. Par exemple, faire parler Pasolini, Hockenheim et puis Foucault, qui sont morts il y a 30 ou 40 ans, comme exemple de personnes qui, eux, savaient, qui étaient des modèles de ce que devrait être l'homosexualité et pas ce que nous, militants de base, nous vivons. D'ailleurs, tu parles du militantisme avec beaucoup de respect dans ce livre. Que penses-tu de ce genre d'argument, pour terminer? Je pense que c'est un argument de riches gays gâtés. Je crois qu'il n'y aura jamais de normalisation gay, c'est-à-dire que les gays seront toujours au maximum 5% d'une population. La plupart des gays naîtront toujours dans des familles hétéros où ils seront minoritaires. Et ce sera toujours difficile de construire sa propre existence de gay. Non, ce sera de moins, je pense, je l'espère, de moins en moins difficile, en particulier par la fluidification des sexualités, c'est-à-dire quand l'idée que les gens peuvent se revendiquer plus facilement comme bi. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une façon d'accepter plus facilement le désir d'un garçon pour un autre garçon. Et ça, c'est bien. Mais dans tous les cas de figure, il y aura toujours une minorité gay. Et normalisation, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se marier. Mais pour refuser de se marier, encore faut-il avoir le droit de pouvoir choisir le mariage. Il y a de véritables libertés que lorsqu'on peut soit refuser, soit choisir ce que l'on refuse. Et donc, réellement, pour qu'il y ait le refus du mariage, le refus de l'embourgeoisement soit jaugé à sa véritable valeur, il faut qu'il y ait la possibilité de s'embourgeoiser. L'embourgeoisement n'est juste qu'à la revendication d'une liberté. Une liberté absolument fondamentale. On peut reprocher aux gays de s'embourgeoiser, mais s'il y en a qui s'embourgeoisent, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourront vivre comme de vrais révolutionnaires et comme de vrais libertaires. Et je ne veux pas que le destin des gays soit un destin tracé d'avance par la société, où ils seraient toujours en marge de la société. Il y en a qui pourront choisir l'embourgeoisement et d'autres qui pourront choisir autre chose. Ça, ce n'est pas la normalisation, c'est la liberté. William Marx, Un savoir gay aux éditions de vraiment, Minuit. tout le monde devrait pouvoir... c'est 15 € en plus, c'est dommage de parler de prix, mais c'est vraiment très abordable. Et franchement, vous en avez pour 150 € là, de lecture. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Oui, bien sûr. Je voudrais juste signaler que demain, mardi, je fais une présentation du livre. J'allais dire, est-ce que tu vas faire des présentations débat? J'en ai fait déjà un certain nombre, mais j'en fais une demain, mardi à 19h, à la librairie L'Écume des Pages, dans le 6e arrondissement, 174 boulevard Saint-Germain. C'est le mardi 6 mars. À côté du Flore et, voilà. Merci. Et de Magot. Merci de rester avec nous.
Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et nous sommes toujours avec William Marx, un savoir gay. Il est auteur de ce livre aux éditions Minuit. Merci de rester avec nous parce qu'il devait partir tout de suite après l'entretien avec Éric Garnier, mais finalement il trouve l'équipe et l'émission sympa, donc il devrait rester jusqu'au bout avec nous. Merci Je ne sais William. pas à quoi je m'engage, mais merci de m'avoir accepté. Jérémy, c'est notre invité, c'est l'invité aussi de Nicolas Révidi tout à l'heure en milieu d'émission. Et nous sommes aussi avec Thomas qui fait son retour ce soir et Gwenaël. L'émission radiophoniquement parlant est réalisée par notre amie Isabelle et côté télé, Daniel Lebras. Mais tout de suite, c'est le retour de Jérôme. Dans quelques instants, il va nous parler de sport, mais il s'intéresse un peu au livre et je suis sûr que c'est un livre qui intéresse notre invité aussi, Éric Garnier. Alors, exactement. En tant qu'hétéro, moi je te soupçonne de t'intéresser un peu à... Eh ben, écoute, moi je suis un mec. Alors, je suis. Que tu as découvert il y a quelques jours. Bah, il y a quelques jours. Ça s'appelle La Pissotière et c'est signé Warwick Collins. Et c'est écrit par une personne donc Warwick Collins, qui est né à Johannesburg, en Afrique du Sud en 1948, qui est mort à Londres en 2013. Et en fait, il a écrit ce livre en 1997. Et La Pissotière, ça raconte l'histoire de 3 Jamaïcains qui tiennent des toilettes pour messieurs, où se trouve toute la communauté gay de Londres. Ça devient très actif en fait. Et ce qu'il y a, c'est que la mairie de Londres décide de entre guillemets nettoyer ces toilettes pour messieurs. Résultat des courses, en fait, donc ils obéissent parce que sinon ils sont licenciés. Ils obéissent, sauf que ça ferme. Ça ferme. Les toilettes messieurs ferment. Oui, puisque c'est payant. Et en fait, donc eux doivent se retrouver normalement au chômage et décident d'ouvrir eux-mêmes leurs propres toilettes et ils achètent un paquet comment on appelle ça, une machine à préservatifs. Et donc de là, ça repart et voilà, et c'est très bien. Et c'est un livre vraiment sur la tolérance. Et c'est un livre sur la tolérance. Son père, lui, en fait, il a connu l'apartheid. Il a été banni par le régime sud-africain. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Londres. Et en fait, comme on dit, la tolérance, ça a été de père en fils. Et lui, il trouvait donc abominable que justement on stigmatise les homosexuels. Et donc, il a écrit ce livre-là. Ça a 20 ans, ce livre. C'est tellement actuel. Parce que au niveau des préjugés, c'est encore le coiffeur, c'est encore voilà, il y a encore beaucoup de préjugés encore de nos jours, même si ça a été écrit il y a 20 ans. Il est ressorti en Angleterre il y a 10 ans, en 2007. Franchement, c'est vraiment un bouquin à lire. Il y a 142 pages, c'est tout petit. William Marx, alors justement, un hétéro qui s'intéresse à ça, on peut se poser des questions. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la politique des pissotières, parce que, comme tout le monde le sait, ici, c'est un haut lieu de drague, les pissotières. C'est ce que disait tout à l'heure. Et en fait, actuellement, on est en train d'installer des cloisons entre les pissotières quand elles existent, quand on ne les ferme pas tout bonnement. Pourquoi ? Eh bien parce que le désir homosexuel est devenu beaucoup plus visible dans la société. Et donc, auparavant, il était totalement invisible. On pouvait aller pisser et zioter comme ça, ou se faire zioter. Ça ne posait pas de problème, parce que personne ne se rendait compte, du moins. Ce n'était pas officialisé. Maintenant, c'est rendu visible, et donc la société se méfie de ce désir, et elle met donc, parfois, l'invisibilité gay avait du bon, de ce point de vue-là. C'est vrai. Moi, ça me rappelle tout ça, le lycée où j'allais souvent dans les pissotières et j'allais mater les garçons de mon âge. Ça me faisait fantasmer. Oui. Enfin, pissotière avec ou sans effectivement cloison, ça n'empêche pas effectivement les gens quand même parfois de se masturber à côté de toi en te regardant en train de faire pipi. Vécu hier après-midi au BHV, dans les toilettes comme d'habitude. T'es en train de faire pipi tranquillement et t'as coup il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi, commence à se masturber, tu te fais oh mince, où est-ce que je suis là exactement ? Au BHV. C'est le bazar. Merci. William, tu es sportif ? Oui. Tu as entendu parler des Gay Games Oui, bien sûr. Très bien. On va en parler. On en est à jour J moins combien ? Oh là là, on est en dessous de la part des 200 jours. Alors, tu as des nouvelles aujourd'hui venant de Paris 2018. Elles sont bonnes, j'espère. Oui, elles sont bonnes parce que côté sport, le golf et le tennis affichent désormais complet au niveau des inscriptions. En matière de football, une grande nouvelle, l'arbitre anglais Ryan Atkin, et non Ryan Atkins avec un S,
qui lui est rugbyman. L'arbitre Ryan Atkin, qui a été le premier arbitre professionnel à révéler son homosexualité au grand public, avec le soutien de la fédération anglaise, la Première Ligue où il officie comme 4e arbitre, et la Ligue anglaise de football. Ryan Atkin va arbitrer des matchs lors de cette 10e édition des Gay Games, les Jeux de la diversité. Ouais. Il va y avoir de l'ambiance un peu au niveau logement, puisque les Gay Games, enfin les sportifs vont accéder à un campus. Ouais. Et lequel? Un campus dans le 13e. Avec des pissotières. Oui, écoute, faut bien, c'est la nature. Nanterre? Pas Nanterre, oui. C'est pas Nanterre, non. Je sais, c'est un campus. J'ai essayé de chercher l'adresse, je l'ai pas trouvé. C'est la cité universitaire dans le 13e. C'est la cité universitaire dans le 13e. Ouais. Eh ben, 14e. Oui, c'est un campus qui sera mis à disposition pour les équipes. Il y aura même bientôt des chambres individuelles pour moins de 50 €. Donc, avis à la population, si vous habitez loin, il y a toujours quelque chose pour vous loger. Et puis enfin, ce week-end, Manuel Picot, coprésident de Paris 2018, était coprésident aux côtés de Pascal Rintot. Il était ce week-end à Copenhague, au Danemark, à la rencontre de l'EGLSF, la Fédération européenne du sport gay et lesbien, lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, les 10e Gay Games Paris 2018, les Jeux de la diversité, ça se fait connaître. Donc vraiment, c'est toute la planète. Ils font vraiment campagne. Et puis, donc, je rappelle à propos de ces sports, je rappelle qu'il y a 36 sports, il y a 150 compétitions, sont attendus près de 15 000 participants et participantes. Je rappelle que Paris 2018 veut au moins 40% de femmes, donc amenez vos copines. Et ce, avec 70 pays représentés. Oui. Donc ça fait vraiment un gros événement à pas manquer, du 4 au 12 août 2018. Jérôme, alors des sports sont toujours à la recherche de joueurs et de joueuses. Eh oui, il reste encore 250 places à pourvoir avec, au hockey sur glace. Même si vous débutez, c'est pas grave, inscrivez-vous, parlez-en à votre club, à vos amis de hockey sur glace. Il faut juste avoir 18 ans et plus. Et si vous n'avez pas de licence de Fédération française de hockey sur glace, il faut savoir que vous pouvez aussi vous inscrire en présentant juste un certificat de non-contre-indication à la pratique du hockey sur glace en compétition datant de moins d'1 an. L'inscription pour Paris 2018 revient à 80 €. Si vous montez une équipe, c'est de 11 à 18 personnes, que vous soyez valide ou vivant avec un handicap. Il reste de la place. On attend pas moins de 300 hockeyeurs et hockeyeuses sur la glace de l'Arenaïs de Cergy, dans le Val d'Oise. Un magnifique endroit habitué aux grands événements. Pour info, juste l'équipe de France féminine y a battu il y a ça quelques jours la Hongrie 3 fois. Ce week-end, lors du championnat féminin élite, les Bisons de Neuilly-sur-Marne y ont battu la légende du hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise 4-5. Un match qui s'est joué jusqu'à la fin. Samedi prochain, il y aura aussi les Global Girls Games, un événement planétaire de hockey sur glace au féminin qui commence en Australie, qui finit aux États-Unis, et c'est du hockey sur glace non-stop pendant 24 heures. Voilà, donc le hockey sur glace à Paris 2018, c'est 2 tournois. Il y a un masculin et un féminin, sachant que les équipes mixtes joueront dans le tournoi masculin. Il y aura dans tous les cas une phase de poule du 6 au 9 août prochain et une phase finale le vendredi 10 août. Alors bien sûr, les tournois seront organisés selon le niveau des joueuses et des joueurs. Pour les confirmer, il y aura le tournoi compétition et pour celles et ceux qui débutent, le tournoi loisir. Chaque participant et participante des équipes finissant sur le podium recevront bien sûr une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Il faut le savoir. D'ailleurs, on salue toute l'équipe du comité d'organisation. Il y a Jérôme Vessel, coordinateur, mais aussi Delphine qui s'occupe des relations avec la fédération, Erwin, le chef de file des volontaires, parce qu'il en faut, et Adeline, la chef de file des arbitres. Il y a d'autres sports qui sont ouverts à l'inscription pour finir. Ouais, citons encore 48 places disponibles pour la boxe, 88 places pour la lutte,
On a presque atteint la moitié en triathlon avec 286 places encore de disponibles. Il reste 63 places pour le squash, 45 places pour la danse urbaine, 114 places disponibles pour le tennis de table. Il reste 460 places pour le volleyball parce que comme il y a beaucoup de joueuses et de joueurs, il faut y aller. En softball, le cousin du baseball, il reste 203 places de disponibles, mais aussi en rugby à 7, un tournoi organisé par les Gaillards. Pour la pétanque, il reste 78 places à prendre. Pensez aussi au roller derby. On a des clubs de niveau européen en région parisienne, mais aussi en course de roller. Il reste 38 places pour participer à la compétition d'aviron. Encore un, le bowling. Encore un sport de boule, par exemple, où il reste 234 places à prendre sur les 400 prévues. On fera un autre point lors d'une prochaine émission, Brahim. Merci Jérôme. Alors William, avec tout ce qui vient d'être cité comme discipline, tu es intéressé par une pratique ou pas du tout? Toi, l'intellectuel qui... Je n'essaierai pas le hockey sur glace. La danse urbaine, pourquoi pas, hein. Ça paraît... quoique, c'est encore plus acrobatique sans doute que le hockey. Non, mais c'est très tentant. Et la natation la natation, il y a tout. Il y a de la natation synchronisée, mixte aussi. Hommes, femmes, il y a quoi? Il y a de la course dans eau libre. Il y a la natation normale. Il y a du water polo. Il y a plein. Et on peut être invité pour la troisième mi-temps seulement? On peut très bien. Alors, il y a une superbe troisième mi-temps. Il y a le Pink Flamingo. Et ça, c'est une énorme fête dans et autour du bassin. Mais il ne parlait pas de cette troisième mi-temps. Qu'est-ce que tu parles de Qu'est-ce que tu penses de ce concept, les Gay Games? Je pense que c'est, de toute façon, tout ce qui contribue à la visibilité des gays est très bon pour les jeunes. Je pense surtout aux jeunes, en fait. Et le fait il y a des jeunes et moins jeunes qui participent, et c'est vraiment très... c'est la diversité. C'est très important. Et je trouve aussi très important que, par exemple, dans les Jeux Olympiques d'hiver, des sportifs de très haut niveau, médaillés, aient fait leur coming out, leur sortie du placard, parce que ça a été pour les jeunes, parce qu'ils aux États-Unis, ça a été un événement formidable. Donc, plus il y aura de modèles de gens qui disent qu'ils sont gays, etc., dans tous les milieux, qu'ils soient sportifs, intellectuels ou autres, politiques, et les camionneurs et les camionneuses, et toutes sortes de professions, les ouvriers aussi. Voilà, mieux ce sera pour tout le monde. Merci, Dressadoun, et merci, Jérôme. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. On enchaîne tout de suite avec notre ami Nicolas pour le plus de l'actu. Alors ce soir, Nicolas, tu as un invité pour aborder la question des drag queens. Eh bien oui, Brahim, ce soir on transgresse le genre et on va s'intéresser aux drag queens. Alors je n'oserais vous faire l'affront évidemment de vous rappeler ce dont il s'agit, puisque les drags sont les compagnes du mouvement LGBT depuis des décennies. Elles en ont même été souvent d'ailleurs les militantes les plus déterminées. Mais ce soir, pas de cours d'histoire, nous allons parler des drags aujourd'hui. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous ont entendu parler ou vu même la fameuse série RuPaul Drag Race, qui met en scène depuis quelques années un concours opposant des drags issus des quatre coins des États-Unis. Alors, si les drags ne sont évidemment pas apparus avec RuPaul, ce programme a indubitablement remis les drags au cœur des cultures LGBT et plus généralement au cœur de la société tout entière. Pour aborder ce retour en grâce, eh bien, je reçois Calypso Overkill. Elle a 24 ans, elle est drague depuis 4 ans et se produit pour des performances sur des scènes parisiennes. Bonsoir Calypso et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, c'est mon plaisir d'être là. Alors, Calypso Overkill, c'est un nom que tu as choisi ou c'est un nom qui s'est imposé? C'est un peu le destin. Enfin, une fois, je m'entraînais pour me maquiller. Après, j'ai demandé à ma coloc grecque de me donner un prénom grec, enfin un ancien prénom grec. Après, il a fait une liste et dès que j'ai vu Calypso, je fais ah ouais, c'est ça. Et après, Overkill, c'est parce que après que je me suis maquillé, quand j'ai demandé à ma coloc si c'était bien mon maquillage, il a dit que c'était un overkill ou c'était too much. Et du coup, j'ai dit, c'est parfait, c'est Calypso Overkill. Et c'est drôle parce que l'attitude too much, ça colle parfaitement à moi. Donc voilà. Mais justement, tu parles de transformation, tu parles de maquillage. C'est quoi une drague? Et plus précisément, c'est quoi la différence entre une drague, une trans, une travestie? Alors, un travesti, c'est quelqu'un qui s'habille de sexe opposé pour le plaisir sexuel, alors qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui ne se sent pas chez soi. Après, une drag queen, c'est quelqu'un qui s'habille du sexe opposé, ou peut-être du même sexe, qui est juste exagéré et qui fait des performances. C'est juste un personnage.
C'est un personnage artistique? Oui, personnage Surtout artistique ou militant aussi? Ça peut être les deux cas, enfin ça peut être les deux. Moi j'ai plutôt pas artistique. D'accord. Et sur le parcours, le cheminement, donc toi tu fais ça depuis 4 ans, c'est ça? Comment c'est arrivé? Parce que par exemple pour les trans, c'est toujours un parcours qui débute très tôt. C'est souvent des gens qui disent je me suis toujours senti comme ça. Est-ce que tu t'es toujours senti drague, ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit voilà, j'ai besoin de ça maintenant pour affirmer ce que je suis Oui, en tout cas pour moi je me suis toujours senti comme un performeur. Et moi, j'ai commencé le drag justement grâce à RuPaul's Drag Race. Et quand j'ai commencé, la première fois que j'ai vu RuPaul's Drag Race, c'était en 2013. Et je crois que l'émission a commencé en 2009. Et quand j'ai commencé à en parler aux gens, ils ne connaissaient pas, surtout ici à Paris, en France. Et du coup, quand j'ai commencé, les gens, ils me voyaient, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Et là, récemment, heureusement, il y a une vague de jeunes drags qui apparaissent ici à Paris, et je suis assez content que je ne suis pas le seul. Justement, c'est assez intéressant le fait que la jeunesse se saisisse de ce moyen d'expression, parce que, je le disais tout à l'heure, les drags, ça n'a pas été inventé avec RuPaul. Il y a eu dans les années 60, 50, 70, etc., même 80, des drags emblématiques. Je pense à Divine, par exemple, en Allemagne, qui était une espèce de monument et tout. Pourquoi est-ce qu'on se réapproprie alors qu'on en parlait avec William tout à l'heure, pourquoi alors que les choses vont mieux, on se réapproprie ce mode d'expression qui justement bouleverse la société, va choquer la société entre guillemets, mais positivement dans ces vieux réflexes? Je pense que c'est pas apparu comme ça, vu que récemment il y a ce mouvement ce mouvement de genre, et vu que ce mouvement concerne les drag queens, il y a de plus en plus de drag, et vu que les gens sont sensibilisés sur la sexualité et sur le genre, les gens s'acceptent mieux, je crois, et c'est là pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui commencent qui tentent à faire du drag. Est-ce que ça ressemblerait à un phénomène de société, en tout cas un changement de fond dans la société? Ça c'est sûr. Ça commence doucement, mais oui, ça oui. Ok, et du coup, alors, par rapport à cette question du changement dans la société, du changement du rapport au genre, c'est quoi aujourd'hui les revendications? Quelles revendications finalement on transmet quand on est drague et qu'on fait des performances je pensais pas revendiquer quelque chose, mais un soir, j'ai rencontré quelqu'un en boîte et qui m'a remercié d'être drague. Et au début, je comprenais pas. Du coup, je lui ai demandé pourquoi. Et cette personne m'a dit que c'est parce que je suis là, que j'existe, et que déjà pour donner de visibilité aux communautés à la communauté, et de deux, c'est pour casser les genres, que la société est binaire, et que il faut pas. Et donc voilà, voilà. Et justement, tu parles de casser les genres. Il y a aussi les drag kings, qui sont des femmes, ou en tout cas des personnes qui se définissent comme femmes et qui endossent le rôle masculin. Donc là aussi, il y a un renversement du genre et des normes et tout. Et une des critiques qu'on formule quelquefois contre les travestis ou aussi contre les dragues, c'est le fait de caricaturer les femmes finalement, c'est-à-dire d'être une caricature, et donc de desservir d'une certaine manière la cause des femmes. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça, et toi, dans la façon dont tu le fais, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là? Pour moi, c'est pas une caricature des femmes, c'est plutôt un hommage pour les femmes. Par exemple, l'image de Calypso d'aujourd'hui, c'est grâce au modèle que je voyais au magazine. Donc pour moi, je me moque pas des femmes. Et pour les drag kings, c'est un moyen pour les femmes de montrer leur côté masculin, parce que dans une société patriarcale, c'est un nom. Du coup, c'est vraiment pour sortir des stéréotypes. Donc voilà. Est-ce que justement cette question de la représentation, elle a évolué au cours du temps? C'est-à-dire finalement les dragues d'il y a 40 ans, est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce que la démarche est la même, ou est-ce que tu penses qu'il y a une ancienne école et puis une nouvelle école peut-être? Oui, ça c'est sûr. En
Enfin, il y a ce que je dis, la nouvelle école qui est toutes les drag queens qui sont nées, entre guillemets, après Drag Race. Et il y a la vieille école qui existe déjà avant Drag Race. Et c'est drôle parce que dans les deux écoles, on verra vraiment des styles différents. Par exemple, dans la vieille école, il y a nos transformistes, enfin, ceux qui sont dans les cabarets ici à Paris. Après, les nouvelles écoles qui sont plutôt américanisées, qui tournent vers l'art un peu, ou par exemple la mode, ou quelque chose comme ça. D'accord, parce que toi, du coup, quand tu fais des performances, c'est sur quel type de scène? Du coup, c'est pas des cabarets, c'est pas dans des cabarets que tu te produis. Bah, c'est pas dans des cabarets de 1 et de 2. Enfin, je performe dans des nouvelles soirées. Enfin, je sais pas de voler le travail des transformistes. Donc, voilà. C'est quoi les performances, pour ceux qui ne savent pas? Ah, bah, ça dépend. Il y en a qui sont les hôtesses de bingo, par exemple. Et moi, je fais plutôt de playback sur des chansons. Après, il y a ce qu'on dit le spoken word. C'est parfois un morceau un morceau de ciné ou juste des interviews, parfois, c'est drôle, qui sont drôles et qu'on essaye de faire du playback dessus. Donc, voilà. Donc du coup, il y a vraiment un effet RuPaul dans le phénomène aujourd'hui. Et pour finir, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'aborde pas forcément, parce qu'il y a le spectacle, effectivement, mais puis il y a aussi toute la vie des dragues, parce qu'il y a la scène et puis il y a autre chose. Voilà, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des associations? Est-ce que vous avez des réunions? Est-ce que vous prenez des verres ensemble? Voilà, qu'est-ce que c'est la face cachée finalement? Bah, en fait, il y a ce qu'on appelle la famille d'une drague. Par exemple, moi j'ai une sœur, c'est Enza Fragola, et nous on a commencé ensemble en 2014 pour un concours de drague. Et Enza, elle savait rien faire, elle savait pas se maquiller, et il me regardait me maquiller. Et depuis, on était tout le temps ensemble. Et grâce à Enza Fragola, elle a créé une association qui s'appelle Maison Chérie, qui regroupe plus ou moins les drag queens. Et aussi, c'est un moyen pour qu'on puisse facturer pour pour nos performances, parce que parfois il y a des organisateurs qui veulent avoir un show, quelque chose de déclaré. Et aussi, grâce à Enza Fragola, la Maison Chérie participe au Super Bowl à Amsterdam. C'est un concours de maisons de drague, entre guillemets, pour représenter la France. Et cette année, il y a aussi la House of Moru qui participe. D'accord, tu parlais de famille plus que de communauté. C'est un terme qui est du coup très fort. Oui. Tu parlais de naissance aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a finalement... la naissance d'une drague, c'est la reconstruction d'un personnage ou d'une personne, donc forcément une nouvelle famille, un nouveau cercle, de nouveaux références. Je dis famille en général, mais ça peut être juste tes amis avec qui tu sors. En tout cas, pour le drag est tellement difficile que tu as besoin forcément d'aide de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je ne peux pas être en drague sans avoir d'aide de mes amis, par exemple, parce que quand on a les ongles, on ne peut pas appuyer sur le portable. Et après, quand on sort, on ne peut pas juste sortir comme ça ici à Paris. On a toujours besoin de quelqu'un pour être avec nous, parce que c'est un peu dangereux. Donc, c'est presque pas possible de faire du drag tout seul. Justement, peut-être rapidement, quand tu disais c'est un peu dangereux, il faut du soutien autour. Oui. Les gens qui se poseraient des questions, qui en nous écoutant diraient j'ai envie de faire ça, mais voilà, il y a ce frein et tout. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il faut parler avec des drags qui sont déjà en place? Oui, surtout que l'Internet existe. Par exemple, si on est dans une ville paumée ici en France, on peut chercher juste des dragues dans la ville ou des dragues des grandes villes. Après, on leur envoie des messages pour demander comment on commence, c'est quoi les étapes pour être drague, parce que j'avoue que c'est pas quelque chose d'un soir. En tout cas, pour moi, ça prend des jours pour que je prépare pour un show. Et après, il y a la fatigue mentale, la fatigue physique. Et parfois, c'est un peu dur. Et surtout que moi, par exemple, je peux avoir trois shows de suite. Et je rentre chez moi à 6h du matin. Il faut que je recommence à 15h. Donc, voilà. Justement, on parlait de shows. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus et à quel endroit Oui, on peut te voir? Alors, dans la Maison Chérie, vu qu'on participe à Super Bowl à Amsterdam, on a besoin de quelqu'un qui représente la famille
pour la catégorie playback. Enfin, du coup, il faut que ce soit une seule personne. On fait un tournoi. Et pour le deuxième pool, je passe le 20 mars à l'international. C'est 5 rue Moret. Donc, je vous invite de venir et me soutenir parce que c'est jugé par le public. Merci Calypso. Merci Nicolas de nous avoir prévu cet invité. Donc c'est une première parmi nous. William Marx, les drag queens ont plein de messages à nous passer finalement. Mais je pense qu'elles nous apprennent, les drag queens, précisément une expérience possible, une liberté de la vie dans la société, une expérience psychique, une expérience physique qui est proposée, de déconnexion entre l'identité biologique et l'identité de genre. Et c'est un hommage merveilleux à une sorte d'idéal féminin qui est proposé par les drag queens. C'est très très beau. Mais c'est un hommage qui est totalement libre. C'est vraiment une expérience de liberté. Et je trouve ça très très fort. Ça aurait pu rentrer quasiment dans le livre comme expérience mentale. Et je crois que c'est un très beau témoignage qui est apporté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec le drag. Merci à vous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et tout de suite, un mal pour un bien avec notre ami Thomas, maîtriser le chemsex. Oui, Ibrahim, tout à fait, on ne va pas se mentir. Autour de cette table, qui ne s'est jamais vu proposer en boîte ou plus généralement sur une appli un plan Kems Auparavant, beaucoup plus discret. Jamais. Et non, il y a beaucoup de menteurs autour de cette table. Vraiment jamais, Thomas, désolé. Jamais. Alors, du coup, moi, on m'a déjà proposé. J'en ai jamais douté. Auparavant beaucoup plus discret, aujourd'hui la donne change, on le voit en clair et en toutes lettres dans les profils de mecs sur les applis. Sans mauvais jeu de mots, plus aucun doute ne peut planer. Ça signifie d'emblée que le mec veut et envisage à l'avance de consommer une ou des drogues pendant l'acte ou les actes sexuels. Alors justement, quel constat aujourd'hui sur les planches? Alors j'ai déjà eu beaucoup de témoignages, que cela soit dans la sphère privée et aussi professionnelle, de mecs qui ne sont pas du tout consommateurs de drogue et qui, fort d'être sollicités, un jour se laissent tenter. Et c'est là un tout nouvel univers d'envie et de pratique qui s'ouvre. Par exemple, petit tour de table, ça dure combien de temps un plan pour vous? Grosso modo. Un plan si je te dis, Brahim, on se fait un plan. On se fait un plan, oui. Moi, ça peut être 20-25 minutes. Après, tout dépend de la personne. 20-25 minutes, voilà. Ouais. Pour la plupart du temps, ça dure au maximum quelques heures. Ouais. Et bien là, un plan KEM, ça peut se faire sur une journée, voire même sur tout un week-end. Ah ouais, il y a quelques temps... Tu en avais, toi? Non. Il y a quelques temps, c'était une pratique encore marginale, mais ça se démocratise de plus en plus. Et à force d'être tenté, au final, comme on a une vie, on a envie de tester un peu ses limites et de partir à la découverte. Sauf que le problème, Brahim, c'est que le juste une fois s'arrête probablement par là. C'est pas une expérience anodine, ça nous trempe dans la tête. Et même si ça existe, rares sont ceux qui ne retentent pas une seconde fois, un second plan KEMS, juste histoire d'y regoûter une deuxième fois. Et là aussi, c'est pas du tout en y pensant mal, mais c'est juste pour renouveler une expérience. Évidemment, avec la technologie, la foultitude d'applications, on trouve un nouveau plan avec des produits, il n'y a pas à dire, on aime quand même ça, les effets escomptés sont là, mais attention, loin de là l'idée de se considérer soi-même comme drogué, comme dit l'adage, ça c'est toujours les autres. Comme j'entends souvent, ah non, on se drogue pas, on s'amuse, c'est totalement différent. On s'amuse, Brahim, sauf qu'il y a le temps qui fait dehors, il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où les plans et les week-ends perchés s'accumulent. Et plus ça va, plus on en demande et plus on en commande. Ouais. Alors Thomas, avec les schèmes, s'ajoutent aussi d'autres prises de risques. Oui, tout à fait, on est vite tenté par l'idée de baiser sans capote, par exemple, que l'on soit séronègue ou séropo, peu importe, au final, on prend des risques que l'on estime maîtrisés, juste parce qu'on en est perché, ou encore juste parce qu'on prend la PrEP, ou alors parce qu'on ne se rend plus vraiment compte de rien. Autre souci, sans se rendre compte, on peut même se dire un jour, après une journée de taf un peu rude, ou un petit coup de blues pendant de longues soirées d'hiver, qu'on puisse se faire une petite ligne ou un petit slam juste pour se redonner la patate, un petit goût de starter, comme dirait Patsy dans Absolument Fabuleux. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez remarqué, avec les KEMS, les plans KEMS, tout devient petit. Il n'y a que des petits consommateurs qui ne prennent que des petites lignes, ceux qui se lament en disant c'est qu'une petite dose, tout devient petit. Alors qu'au final, à l'addition, ou devrais-je dire à l'addiction, elle est finalement assez grande. Un peu à l'image de tous ceux qui disent non, mais t'inquiète, je gère, de la prévention routière avec ce Sam qui se prend quand même un dernier verre avant de partir en voiture. Force est de constater que les effets recherchés sont sympas, mais c'est vite oublier les autres effets moins enviables. On peut citer tremblement, rythme cardiaque accéléré, anxiété, bad trip, désordre dans sa tête, anorexie, on mange beaucoup moins, dépression, on a beaucoup moins d'envie en général, et je vous parle même pas des risques d'overdose pour ne citer que cela. Sans compter le fait qu'on ne sait jamais vraiment ce que l'on sniffe ou ce que l'on s'injecte.
Alors, beaucoup de personnes autour de cette table qui en consomment se posent la question, quel effet sur le long terme? Quel effet sur le long terme? Donc, en plus des effets que je viens de vous citer, il y a la fatigue, il y a des atteintes un peu partout, atteintes au foie, aux reins, mais également psychiques, psychologiques, isolement, mensonges, arrêt de travail. Ma liste n'est malheureusement pas exhaustive, sinon je vais me lancer dans un monologue. Alors, où je vais en venir un peu avec tout ça, c'est qu'il ne faut pas perdre du temps pour prendre conscience que l'on peut avoir un problème avec le chemsex ou la drogue. À propos de l'alcool, par exemple, ou de la clope, on a mis combien? 30 ans, 40 ans à pouvoir admettre que l'alcool est un problème, à ne plus fumer quand on est enceinte, à ne plus conduire bourré. Moi, je dis, n'attendons pas d'être en 2030 pour en tirer les mêmes conséquences. Ne plus se mentir à soi-même et être lucide. Peut-être que l'on consomme pour masquer un certain mal-être dans sa vie, peut-être un malaise dans son couple ou dans son boulot. Le cliché d'autrefois, vous vous souvenez, le mec qui rentre du taf en costard avec sa femme qui lui sert un petit whisky chaque jour. Voilà, faut pas retomber dans ce cliché. Ne remplaçons pas le whisky par une ligne de C ou un slam de 3-MMC. Aucune drogue, quelle qu'elle soit, n'améliorera un mal-être de votre vie ou ne gommera une surcharge de travail ou un burn-out. Et alors, comment on peut faire justement pour faire le point, des astuces pour se mettre un peu la puce à l'oreille? Faire le point, ça permet de savoir si on se sent un peu prisonnier ou non des chems. Au final, comment se situer vis-à-vis de sa consommation? Il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que les chems sont toujours un plaisir ou est-ce que c'est une nécessité ou un automatisme avant le plan? Est-ce que les relations sociales, amicales et professionnelles ont changé? Si vous avez pensé oui à une de ces questions, alors il est temps de faire le point. Si ça reste un plaisir, réfléchir à comment faire pour que cela le reste, que ça reste un plaisir, et se raisonner pour le contrôler. Par contre, si c'est devenu un fardeau, que les descentes sont venues d'une source d'angoisse ou de déprime, là, il est vraiment temps d'agir. Et alors, quel outil aujourd'hui pour agir? Alors, lister les points positifs et négatifs de sa consommation et voir de quel côté finalement se penche la balance. Si le négatif, comme la déprime, les finances qui prennent un coup, ou les occasions manquées, dépasse le positif, alors il est l'heure de tout remettre à plat, commander moins de produits, se fixer une limite en quantité ou en durée pendant un plan, noter l'heure de ses prises pour se rendre compte de sa consommation pendant la durée du plan, et peu à peu, on redevient un peu maître de soi, de sa consommation, de sa sexualité et même de sa vie. Il faut en parler, j'imagine. Il faut en parler. Pharmacien, médecin, groupe de parole, j'en passe, chacun pourra trouver l'écoute et l'aide qui lui convient en fonction du stade d'addiction et de sa souffrance éprouvée. Et même avant cela, même si on est tenté d'essayer, de passer à l'acte, il n'y a pas de meilleur moment pour en parler. Chaque moment est le bon. Échanger et confronter ces expériences avec d'autres consommateurs peut aussi faire avancer. Parler, c'est le plus gros du travail. Que l'on consomme tous les week-ends, plus ou moins fréquemment, que l'on se pose la question de maîtriser ou pas sa consommation, chaque instant d'échange est important pour qu'à aucun moment on puisse se sentir seul, se sentir isolé, se sentir démuni. Pour finir, Thomas, un exemple de lieu pour en parler? Alors, il y en a plein, je vais en citer qu'un seul. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Tous les mardis se déroule la Chill Out Chemsex. Alors, la Chill Out Chemsex, c'est quoi? C'est un atelier participatif. On vient partager son vécu des produits sur des thématiques plaisir et risque. Alors, c'est une soirée entre mecs, dans un environnement détendu, bienveillant, sans aucun jugement. On trouve toutes les infos sur Facebook, Chill Out Chemsex. Alors, petite précision, c'est inutile de confirmer, de cliquer oui ou non, je viens, oui ou non, ça m'intéresse ou pas. On vient comme on est, en toute simplicité, en tout anonymat. C'est tous les mardis soirs au Spot, boulevard Beaumarchais, dans le 3e. Merci Thomas. Tu voulais réagir, Nicolas? Oui, je trouve cette chronique géniale. À mon avis, ça pose exactement les problématiques auxquelles est confronté le chemsex. Moi, j'en rajouterais une, c'est que pour moi, c'est la pénétration, là encore sans mauvais jeu de mots, de la société capitaliste dans le sexe. C'est-à-dire que le chemsex, c'est le culte de la performance. C'est-à-dire que en semaine au boulot, performance, avec les amis, performance, etc., etc. Et pour le sexe, aussi la performance. Et quand on part de l'idée effectivement de week-end entier, on se doute bien que là, on fait appel à des performances qui ne sont pas des performances propres. C'est des performances qui sont amenées. Et comme au travail, le nombre de gens qui sniffent une ligne de coke parce qu'ils sont dans le conseil ou je ne sais quoi et qu'ils font des journées de 8h à 23h30, etc. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant et surtout d'en parler comme tu le fais parce que
voilà, ça pose aussi une problématique sociétale qu'on n'aborde jamais, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet, c'est toujours « Ah, c'est pas bien la drogue ». Bon, une fois qu'on a dit ça, on règle pas le problème, quoi. Comment peut réagir justement le professeur William Marx face à ça? Est-ce que tu as repéré parfois des universitaires en classe? Et la semaine prochaine, on a le professeur Rollin, d'ailleurs. Oui. Non, j'aimerais pouvoir faire cours pendant 24 heures, 48 heures, effectivement, grâce à ces droxy. Non, c'est une excellente chronique et le point de vue était excellent. Moi, je voudrais juste signaler aussi que la pénalisation des clients de la prostitution aussi, alors c'est pas exactement le chemsex, mais quand même, ça rend les prostituées des deux sexes beaucoup plus vulnérables à tout ce qui est la question des drogues. Et là, il y a vraiment un énorme problème dans cette pénalisation qui rend la santé des prostituées vraiment très très problématique, et donc qui va totalement à l'envers du but recherché. C'est encore un exemple de ce problème. Merci. Chez les drag queens, on ne connaît pas ça. Si. Oui. Aucun commentaire. Ouais. Mais vraiment, c'est pas qu'un seul milieu. Là, tu parlais du milieu drag queen, autre. C'est vraiment ubiquitaire dans tout type de milieu. Il faut arrêter un peu les clichés de dire que ce n'est plus réservé qu'au monde de la nuit, qu'aux fêtards, qu'aux clubbers, etc. C'est vraiment multiniveau. Ça se mélange de partout. Tout type de personnes, de personnalités. Il faut arrêter ce cliché. Merci, j'espère qu'elle est au point pour... Oui, parce qu'elle en utilise un peu Isabelle, mais là ça va, elle a l'air d'être en forme. Isabelle. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et on finit cette émission avec Gwenaël, l'Empire du Mal. Il va nous expliquer comment on peut renouveler notre sexualité pour ceux qui s'ennuient un peu avec leur partenaire. Oui, c'est vrai que ce soir, on va parler un petit peu bassin plein hiver, donc c'est un petit peu le quotidien plan-plan. Donc on va voir ensemble, non pas 26, comme je l'annonçais tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas le temps, mais 13 secrets coquins pour combattre la routine. Ça se passe bien avec votre partenaire? Bravo. Vous avez écouté le guide des zones érogènes secrètes et vous l'appliquez régulièrement? Parfait, c'est bien. Vous êtes devenu un champion dans l'art d'embrasser, Eric donc dans ce cas, j'ai plus rien à vous apprendre. Pourtant, l'un de vos pires ennemis, en dehors des autopartenaires et du chemsex, bien sûr, s'appelle la routine. Voici des idées pour surprendre votre partenaire, des secrets coquins pour l'épater et pimenter votre quotidien d'une petite touche d'inattendu. Vous habitez ensemble, la litanie métro, bus, voiture, boulot, câlin au lit et dodo constitue votre quotidien, alors il y a danger. Rassurez-vous, on va combattre ça. Première idée, Brahim, c'est préparer une petite soirée surprise. Ça marche bien, c'est un grand classique. L'idée, c'est de sortir un petit peu plus tôt du travail et d'en profiter pour lui préparer une soirée en amoureux avec un petit repas aphrodisiaque, si possible, par exemple, sympa. Pas le temps, pas envie de cuisiner, pensez livraison à domicile, traiteur et les surgelés haut de gamme. Picard est votre ami ici, il n'y a pas de problème. Hop, je suis un champion de la cuisine au micro-ondes, ça marche à tous les coups. Ping voilà. Allumez les petites bougies dans votre appartement pour une ambiance un peu plus tamisée. Passez une playlist sympa selon vos goûts musicaux et ses goûts à lui, bien sûr, en fond sonore. Le but, c'est de supprimer le stress et de surprendre positivement votre partenaire. Deuxième idée, lui donner rendez-vous. Comme la première fois, en fait, tout simplement. Vous vous êtes rencontrés, effectivement, peut-être que vous avez bu un verre ensemble, peut-être que vous avez mangé quelque chose au restaurant, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de refaire cette idée, cette ambiance. Mais plutôt que de finir à la maison, cette fois-ci, on va finir à l'hôtel, pour un câlin un peu plus torride. Voilà, c'est là la petite touche, le petit twist qui fait que c'est plutôt sympathique. Pas besoin de ranger, il y a des employés pour ça. Est-ce que les autres clients vont vous entendre? Mystère et boule de gomme, mais ça pimente aussi l'histoire. Et si vous prolongez le plaisir le lendemain matin par un petit déjeuner au lit, pourquoi pas? Il y a le room service après tout. Le plan est transposable bien sûr le midi, près de vos lieux de travail respectifs par exemple, ou pour une escapade surprise en amoureux le temps d'un week-end. Eric? Troisième idée, lui faire l'amour à son retour du travail. Sautez-lui dessus, oui Eric, mon Dieu, sautez-lui dessus à son retour du travail. Votre partenaire passe le pas de la porte, un rien ronchon, un rien fatigué, voilà. Et là, vous l'embrassez à pleine bouche, vous le déshabillez ou vous la déshabillez dans le couloir de l'entrée, avant de passer aux choses sérieuses et de lui faire l'amour. Succès garanti, votre partenaire va vouloir faire l'amour dans la salle de bain, sous la douche, comme on le voit ensemble par exemple, la cuisine, le salon, la cave. Seul bémol, si vous le ou la sentez vraiment crevé. Dans ces cas-là, prévoyez un plan B. Le massage relaxant avec une huile de massage anti-mauvaise humeur. Ça marche. Et là, vraiment, il va vous adorer. Il va même vous en redemander. Et là, c'est le piège, malheureusement. Quatrième idée, faire l'amour dans un endroit insolite. On en a parlé plus haut. Vous pouvez faire l'amour à l'hôtel. Ça change un petit peu du quotidien. Mais il y a beaucoup d'autres endroits possibles. Certains sont interdits. C'est là, justement, le côté intéressant. Donc, à vous de décider. Est-ce que vous transgressez ou non? Et vous n'êtes pas obligé de faire l'amour. Un petit coup vite fait, c'est aussi bien.
dans les bois, sur une plage, dans un lieu abandonné, dans des toilettes, on parlait tout à l'heure des pissotières, des toilettes par exemple, dans une cabine d'essayage, hein. On a déjà vu ça. Dans une église, propose Eric, on peut transgresser, effectivement, après c'est à vous de voir. 5e idée, changez le moment où vous faites l'amour. Parce qu'il y a certains couples, effectivement, on fait exclusivement l'amour le matin ou le soir. Et pourquoi pas y goûter le midi, un week-end par exemple, ou l'après-midi justement dans une sieste un peu crapuleuse, ou le soir devant un film classé pour adultes. Ce qui compte, c'est de changer d'horaire, d'innover, même petitement. Numéro 6, tout à l'heure on parlait de chemsex et de performance sexuelle, justement, ne cherchez pas la performance sexuelle, les amis. Ce qui compte avec le sexe, c'est que ce soit bien fait, c'est que vous preniez du plaisir. Donc ne cherchez pas la performance à tout prix. Visez plutôt votre plaisir mutuel, voire de temps à autre le plaisir exclusif de votre partenaire. Idée numéro 7, déshabillez lentement votre partenaire. À l'opposé de la suggestion où je vous proposais de lui sauter dessus à ceinture de boulot, vous pouvez également le déshabiller délicatement. Embrassez-le pendant que vous détachez les boutons de sa chemise ou de sa blouse. Jouez avec ses tétons et faites glisser son pantalon. La tension monte, son envie aussi. Cassez la routine et faites-le attendre avant que vous ne passiez à l'acte. Idée numéro 8, changez de préliminaire. Peut-être que vous faites toujours la même chose après tout. Et pourquoi ne pas en changer? Ou inverser les rôles? C'est possible également. Réécoutez les chroniques des préliminaires coquins pour avoir de nouvelles idées. Pourquoi ne pas en profiter une fois de plus pour masser votre partenaire avec des huiles essentielles? J'y reviens, mais c'est vrai que ça marche vraiment très bien. Et parfois, c'est même un substitut au sexe pour certaines personnes. Découvrez de nouveaux préliminaires, écoutez en fait votre partenaire, écoutez-le soupirer de plaisir pour vous guider. Idée numéro 9, jouez à des jeux érotiques. Pour corser vos préliminaires, jouez justement ensemble. Par exemple, vous pouvez acheter une carte à gratter. Ça existe, il y a des petites cartes avec 6 faveurs sexuelles. Oui, oui. Non, c'est pas un bingo, en l'occurrence. On gratte 5. Ah non, désolé, ça marche pas comme ça. Non, l'idée simplement, c'est qu'il y a des petites zones à gratter avec une pièce de monnaie. Et sur chaque zone, ça dévoile une nouvelle faveur surprise à faire à votre partenaire. Et c'est là tout l'intérêt, parce que ni lui ni vous ne savez ce qu'il y a marqué sous la petite zone à gratter. Vous pouvez également utiliser une peinture corporelle, aromatisée et comestible. Vous peignez votre partenaire, dessinez sur son corps, et vous le léchez ensuite de part en part, puisque c'est aromatisé comestible, donc c'est sympathique. Vous pouvez également jouer avec des dés coquins. Il y a un dé pour l'action, un dé pour le lieu, un dé pour la partie du corps. Ça rappelle un peu les jeux de rôle pour ceux qui aiment ça. Et donc vous lancez les dés, et c'est parti. Et vous réalisez l'action dès que possible, parce que c'est pas forcément possible là tout de suite dans l'immédiat. Par exemple, si vous faites ça dans un restaurant. Enfin, faites-vous servir avec une sonnette de table. C'est une grosse sonnette comme la réception d'un hôtel, rouge, et dessus il y a marqué « Sonnez pour du sexe ». Vous sonnez « ting ». Et là, le jeu peut commencer. Tous ces jeux érotiques cassent et combattent la routine sexuelle de votre couple. Idée numéro 10, renouveler sa lingerie. Parce qu'une nouvelle lingerie... Mais oui, Eric, renouveler sa lingerie, c'est important. Parce qu'une nouvelle lingerie... fois tous les 10 ans au moins, Eric. Oui. Non, effectivement, parce que le vieux caleçon, effectivement, qui baille, ou effectivement, le vieux slip, oui, tellement confortable. Oui, mais bon, là, ton slip, il est bon jeté à la poubelle. Bah, c'est pas très sexy. Donc, une nouvelle lingerie, plus sexy ou plus fraîche, ça peut ramener le désir chez votre partenaire et casser cette fameuse routine. Donc, aventurez-vous sur de nouveaux territoires. Achetez par exemple un string pour striptease, déhanchez-vous de manière un peu plus sexy et laissez tomber son string à la fin. C'est classique, mais c'est efficace, ça marche. Un mini-slip ou une mini-culotte, ça marche également aussi pour ces dames, pour ces messieurs. Ce slip assez échancré devant, mais de coupe classique derrière, qui donne très très envie de faire des coquineries. Exposez vos appâts, mais attention, on ne touche qu'avec les yeux, comme dans tout bon striptease. Idée numéro 11, acheter des sextoys. Pour jouer à deux, les sextoys, c'est pas mal également. Je sais que j'en ai souvent parlé ici, donc vous pouvez une fois de plus consulter mes chroniques sur les sextoys. Ça va vous donner pas mal d'idées pour casser justement cette fameuse petite routine. Mais bon, pour aller un peu plus vite, je veux quand même vous donner 2 idées, là, au jugé. La première idée, c'est le plug anal vibrant, qui est contrôlé par télécommande. Parce que vous pouvez effectivement le porter partout. Il y en a un qui a la télécommande, l'autre qui porte le plug. Et ensuite, vous pouvez l'allumer quand vous voulez et le faire vibrer quand vous voulez. Quoi, est-ce que Eric peut en mettre un la prochaine fois? Eric, déjà, il faut qu'il découvre ce que c'est que le plug anal pour commencer. Alors, on ne peut pas en mettre partout. Ce qui vibre est interdit ici au sein du studio. Hein. Oui. Chaque fois, on nous le rappelle. Eric n'est pas assis sur la table. Oui, voilà. Et puis, tu as été un tien, c'est pas grave, Antoine, tout va bien. Et autre idée, plus féminine celle-là, le stimulateur clitoridien. J'en bafouille. Ça marche bien en règle générale. Et pour jouer à deux, c'est très intéressant. Vous pouvez également, idée numéro 12, jouer avec votre parfum et le sien. Parce que votre chéri connaît votre odeur corporelle et votre parfum. Souvent, c'est toujours plus ou moins le même. Vous avez peut-être 1 ou 2 ou 3 parfums et vous alternez.
Mais vous pouvez justement casser un petit peu la routine en changeant de parfum pour qu'il ou elle vous redécouvre avec une odeur peut-être un petit peu plus corsée ou un peu plus aphrodisiaque, ou bien lui emprunter son parfum. Ça, c'est plus intéressant. Il faut que son parfum vous aille, évidemment. Si c'est pour une soirée, à la limite, ça peut encore aller. Mais justement, il ou elle aura l'illusion de parler avec une nouvelle personne, d'être avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas mal aussi. Et la dernière idée, justement, on en vient aux odeurs aphrodisiaques. Parce qu'il existe des parfums aphrodisiaques sous forme de spray, de bougies de massage, d'huile de massage ou de parfums d'ambiance. Et même, ça fait beaucoup rire Nicolas la dernière fois, de lessive. Oui. Toutes ces odeurs, ça stimule la libido et ça vous donne justement envie de faire des câlins. Donc vous avez plus que le choix pour stimuler les envies de votre partenaire et casser cette fameuse routine sexuelle. La suite, les 13 idées coquines qui restent, ce sera pour une prochaine fois, Brahim. Merci Gwenaël. William, il y a de quoi en faire un livre. Totalement, je proposerai ça à l'édition de minuit. La musardine, peut-être plutôt, non. En tout cas, c'est bien la preuve que le sexe est du mental avant tout. Ouais. Mais oui, on est d'accord. Merci. Pareil aussi, ça donne des idées, Calypso. Je vous connaissais? Non, je rigole. Porter un parfum sur scène, ça peut pas mal aider. Mais pourquoi pas. Vous vous êtes retrouvé un peu autour de cette table, Thomas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a séduit en parlant d'huile essentielle, tout à fait, ça m'a rappelé une petite anecdote quand j'étais... à l'époque, à côté de mes études, j'ai travaillé dans un magasin où on vendait beaucoup d'huile essentielle et un peu de nature et beaucoup de découvertes. Je pense que vous avez situé le... Et on me présentait un peu la zone avec le directeur. Il m'a fait sentir l'huile essentielle d'ylang-ylang, que je ne connaissais pas. Et là, il m'a dit, sans trembler, droit dans les yeux, il m'a dit, moi, à chaque fois que je la sens, j'ai une incroyable envie de faire l'amour. Voilà, comment draguer de manière efficace. Ça m'est resté. Et chez les hétéros, est-ce que tu peux t'appuyer sur la même chose, Jérôme? Complètement, c'est exactement la même chose. Hein. On est, c'est ça, on fait corps avec l'autre, on écoute l'autre. Enfin, c'est pareil, quoi. Enfin, et les huiles essentielles, c'est vrai que ça détend vachement, quoi. Et ça retend aussi. Sauf ylang-ylang, bien sûr, on est d'accord. Dernière, avant de faire un tour de table pour finir, Eric. Si vous vous demandez pourquoi je passe 2 mois et demi par an à Mayotte, c'est bien Mayotte, c'est l'île avec les Comores où pousse l'ylang-ylang. C'est à peu près le seul endroit au monde. Et la vanille aussi. Pour finir, William, un savoir gay aux éditions de Minuit, en vente à tout moment. Tu peux nous rappeler un peu là, il y a une réunion débat bientôt. Tu peux nous le rappeler où ça se passe? Il y a une réunion demain, mardi 6 mars, donc à la librairie, une présentation du livre à la librairie L'écume des pages à 19h, 174 boulevard Saint-Germain, Paris 6e. Ouais. Tu peux nous réannoncer aussi ce que tu nous disais tout à l'heure, Calypso? Oui, ça, je serai à l'international. C'est le 5 rue Moret, le 20 mars. Ouais. Merci. Et Thomas, tu peux nous donner l'adresse d'une soirée où on peut consommer du Shems? Alors, on n'en consomme pas, mais on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. C'est tous les mardis au Spot dans le 3e à Paris. Merci. Eh bien, écoutez, merci William, merci Calypso, merci Gwenaël, merci Nicolas, merci Thomas, merci Jérôme, merci d'avoir réalisé la partie télé, Daniel, merci Isabelle. Et tu voulais nous dire... Je voulais vous dire que que toute la programmation musicale d'Homo Micro est disponible, enfin si vous l'aimez bien sûr, est disponible sur Deezer et Spotify. Et donc vous pouvez aller retrouver tous les titres qui sont passés dans cette émission. Voilà. On ira bien entendu. Merci d'avoir été à l'écoute et à très vite parmi nous. On vous embrasse. Au revoir. Ciao. Homo Micro.